qui va nous présenter un travail sur les ressources en phosphore. Allez-y. Ok. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Joséphine Demey, je suis doctorante à l'UMR ISPA de Bordeaux et je vais vous présenter un travail que j'ai fait avec mes encadrants de thèse qui porte sur l'évaluation, la quantification de la dépendance de la fertilité en phosphore des sols agricoles à l'échelle mondiale liée à l'utilisation d'engrais minéraux phosphatés. Alors. Ok, donc juste pour faire un peu de contexte, l'agriculture de ces 100 dernières années, elle est très marquée par un usage, par un recours massif aux engrais minéraux phosphatés. Donc le graphique de gauche, il représente sur la période 1800 jusqu'en 2000 les apports d'engrais phosphatés sur les sols agricoles à l'échelle mondiale en fonction de leur origine. Donc on voit qu'au 19e siècle, le gros des apports, il se fait via les effluents d'élevage, donc c'est la partie en verte. Et puis on a un tournant à partir des années 1950 avec un recours massif aux engrais minéraux phosphatés, qui est la partie en rouge, donc qui viennent de l'extraction de roches phosphatées. Comme ce graphique qui s'arrêtait en 2000, j'ai voulu regarder quelles étaient les tendances sur les années un peu plus proches. Donc vous avez les deux graphiques de droite qui représentent les apports d'engrais minéraux phosphatés en agriculture sur les sols agricoles à l'échelle française et à l'échelle mondiale. Et donc, bon, comme on l'a vu ces 2 derniers jours, on est sur des tendances qui sont très différentes, avec en France un pic d'utilisation dans les années 70 et depuis une baisse de l'apport d'engrais minéraux phosphatés sur les sols agricoles, due à une prise de conscience sur les enjeux environnementaux et aussi peut-être à un stockage de phosphore dans les sols important. Et à l'échelle mondiale, la tendance elle est tout autre, on a toujours une augmentation de l'apport d'engrais minéraux phosphatés sur les sols agricoles, qui est drivée surtout par des pays comme l'Inde, la Chine ou le Brésil. Donc l'usage de ces engrais minéraux phosphatés, il a bien sûr permis d'augmenter les rendements agricoles, mais il est aussi associé à des enjeux géopolitiques et environnementaux. Donc ici, on regarde plus les enjeux géopolitiques, avec à gauche un camembert qui représente la répartition de la production mondiale de roches phosphatées par pays, avec donc une production qui est très inégale, avec la Chine, le Maroc, les États-Unis et la Russie qui produisent les 3/4 des roches phosphatées à l'échelle mondiale. Et sur le graphique de droite, vous avez la répartition des réserves de roches phosphatées, on a généralement en tête que le Maroc et le Sahara occidental y possèdent 3/4 des réserves mondiales. Bon, récemment, il y a eu découverte d'un gisement en Norvège, alors peut-être ça sera intégré, mais voilà, pour dire, en fait, peu importe, c'est juste pour dire qu'il y a, que cette ressource, elle est très inégalement répartie, et que comme qu'on est un pays comme la France qui importe ces engrais, en fait, on est très dépendant de la fluctuation des prix sur les marchés mondiaux. Donc ensuite, en ce qui concerne les enjeux environnementaux, donc les roches phosphatées, c'est une ressource minière qui est finie, dont les procédés d'extraction sont assez polluants localement et qui dépend bien sûr, vu la taille des machines qui sont utilisées, d'énergie fossile pour être extraite et ensuite transportée. Donc dans ce contexte-là, nous ce qu'on a essayé de faire, c'est de quantifier la dépendance de la fertilité actuelle des sols agricoles en phosphore à l'usage passé et présent d'engrais minéraux phosphatés. Donc on a fait ce travail à l'échelle mondiale pour tous les pays dans le monde sur la période 1950-2017. Donc l'étude que je vais présenter, elle se base sur des bases de données existantes et un modèle qu'on a utilisé. Donc comment on a fait ça? Le premier élément, c'est on a distingué ce qu'on appelle le phosphore anthropogénique du phosphore naturel. Alors, phosphore anthropogénique, ça veut simplement dire du phosphore qui est issu de l'extraction du traitement chimique de roches phosphatées et qu'on utilise en agriculture, donc principalement sous forme d'engrais minéraux et plus minoritairement sous forme de minéraux phosphatés qu'on va donner en alimentation animale. Et tout ce qui n'est pas phosphore anthropogénique, on l'appelle phosphore naturel. Et donc, pour quantifier la dépendance des sols agricoles à l'usage de phosphore anthropogénique, on utilise une métrique qui est la signature anthropogénique. Cette signature, on peut l'appliquer soit à un stock, par exemple au stock de phosphore disponible des sols agricoles,
ou un flux, donc par exemple le flux de phosphore qui circule dans les effluents d'élevage, et on le calcule simplement comme la fraction de ce stock ou de ce flux qui est d'origine anthropique sur le phosphore total contenu dans ce stock ou dans ce flux. Donc, juste pour donner un exemple, on part en 1950, nous on fait l'hypothèse qu'à cette époque-là, l'usage d'engrais minéraux, il est négligeable, et donc le principal du phosphore qui est dans les sols agricoles ou bien dans la biomasse végétale, c'est du phosphore naturel. C'est représenté par le rond tout vert. L'année suivante, on apporte des engrais minéraux phosphatés, donc on apporte du phosphore anthropogénique. Ce phosphore anthropogénique, on va le retrouver dans le sol, et puis aussi dans la biomasse végétale qui va prélever le phosphore qui est présent dans le sol. Donc dans le sol et dans la biomasse végétale, on va pouvoir quantifier une fraction du phosphore qui est issue des engrais. Donc plus généralement, le modèle qu'on a utilisé, ce qu'on fait, c'est que pour chaque pays dans le monde, on prend un sol agricole moyen qui comprend les terres arables et les prairies. Le phosphore dans ce sol, on le compartimente en un compartiment de phosphore labile, dans lequel les plantes vont prélever le phosphore, et un compartiment de phosphore stable. Chacun de ces deux compartiments, on le coupe en un compartiment anthropogénique et un compartiment naturel, dont on regarde l'évolution au cours du temps. Ces évolutions de phosphore anthropogénique et naturel, ils dépendent bien sûr des flux entrants et sortants du sol. Donc, comme flux entrant, on prend en compte les engrais minéraux phosphatés, on prend en compte les effluents d'élevage, les boues de stations d'épuration, et comme flux sortant, on prend en compte le prélèvement de phosphore par les grains, enfin les exports via les grains et les fourrages, et on prend en compte les pertes par érosion. Et pour chacun de ces flux, on quantifie une signature anthropogénique. Donc, par exemple, la signature des engrais, c'est 100% anthropogénique. Pour calculer la signature des effluents, on dit que cette signature elle est égale à la signature de ce que les animaux ils ont mangé. Donc du coup, ce que les animaux ils mangent, c'est à la fois de l'alimentation des fourrages et des grains qui sont produits domestiquement, dont la signature est égale du coup à la signature en phosphore des sols du pays. Et puis il y a de l'alimentation importée, dont la signature est égale à la signature des pays d'où vient le produit importé. Et puis il y a aussi des additifs phosphatés. Et pour les boues, on fait la même chose en prenant en compte ce que nous, en tant qu'humains, on consomme. Et on a rajouté aussi un flux qui vient du phosphore qu'on met dans les lessives et qui se retrouve dans les boues. Ok, donc du coup, on prend ce modèle et on le fait tourner depuis 1950 jusqu'en 2017 pour tous les pays dans le monde et on simule la signature anthropogénique. Alors, ce qu'on obtient en 2017, c'est qu'à l'échelle mondiale, la signature anthropogénique du phosphore disponible des sols agricoles, on estime qu'elle est de 0,47. Ça veut dire que 47%, soit à peu près la moitié du phosphore des sols agricoles, il vient de l'apport d'engrais minéraux phosphatés. Bien sûr, cette moyenne mondiale, elle cache de fortes disparités entre les pays et les grandes régions du monde. Donc on peut voir sur le graphique que l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Asie, le Brésil, c'est des pays qui ont des signatures particulièrement élevées, autour de 70%. Contrairement aux pays comme l'Afrique ou pas mal de pays d'Amérique du Sud qui ont des signatures qui restent relativement faibles. Cette signature anthropogénique, elle dépend de deux choses en fait. Elle dépend du rapport entre l'utilisation cumulée d'engrais minéraux phosphatés sur la période d'étude et du fonds biogéochimique des sols en 1950. Donc ça, c'était les résultats pour 2017, mais ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est l'évolution de ces signatures au cours du temps. Donc on voit que les pays, ils montrent des trajectoires historiques différenciées. Donc on va représenter ici sur le graphique de 1950 jusqu'en 2017 la signature de différents pays. Donc on voit ici, c'est la signature pour la France, les États-Unis, les Pays-Bas. Donc c'est des pays qui ont une signature qui augmente très fortement dès les années 1950 du fait d'un recours massif aux engrais minéraux phosphatés et qui, depuis les années 80, stagne du fait d'un recours largement moindre aux engrais minéraux phosphatés. A l'inverse, pour les pays comme le Brésil, l'Inde ou la Chine, il y a eu un recours aux engrais minéraux phosphatés seulement à partir des années 70, et donc une signature qui augmente à ce moment-là, et on voit qu'il est toujours en augmentation, parce qu'ils ont toujours un recours très important aux engrais minéraux phosphatés. Et puis après, on a illustré des pays du continent africain par le Maroc ou le Zimbabwe, qui montrent des signatures qui sont toujours relativement faibles, du fait d'un usage faible, comme on l'a vu hier, aux engrais minéraux phosphatés. Le compteur ne marche pas, donc vous avez encore 5 minutes. Ok, ça marche.
Donc pour conclure, à l'échelle mondiale, la fertilité en phosphore des sols agricoles, et donc indirectement la production de nourriture, elle est très fortement dépendante de l'usage passé et présent d'engrais minéraux phosphatés. Et on voit que le recours à ces engrais, il présente de fortes disparités entre les pays, comme le montrent les différences qu'on observe dans les signatures anthropogéniques en phosphore des sols agricoles des pays. Donc pour faire une slide, pour faire un peu de perspective, donc cette signature, c'est un indicateur de à quel point un pays a eu recours aux engrais minéraux phosphatés. Ce qui peut être intéressant, c'est de combiner cette métrique de à quel point le pays a eu recours aux engrais minéraux avec une indication sur le stock en phosphore, le stock de phosphore disponible du pays, pour essayer de formuler des trajectoires d'utilisation possibles des engrais minéraux phosphatés dans le futur. Donc si on se dit, bon, ok, à l'échelle mondiale, il reste tant de réserves de roches phosphatées, bon, il y en a vraiment beaucoup, en fait. Donc si on devait utiliser tout ça, il n'y aurait pas vraiment de... Enfin, on pourrait tout utiliser, voilà. Mais nous, ce qu'on propose, c'est peut-être de se dire que, potentiellement, on pourrait définir un budget roches phosphatées. Alors, je ne sais pas comment on peut le définir, mais c'est quelque chose qui pourrait se définir à l'échelle mondiale ou bien à l'échelle plus locale, comme une quantité de roches phosphatées qu'on aimerait utiliser et pas plus. Alors, à l'échelle mondiale, il y a différentes raisons qui peuvent faire qu'on a envie de se limiter dans l'usage des roches phosphatées qu'on utilise. Ça peut être par exemple que l'extraction de ces roches, c'est un coût environnemental. Ça utilise des énergies fossiles. Et donc, dans un contexte de changement climatique, en fait, on a envie d'extraire qu'une certaine quantité de roches phosphatées. À l'échelle plus locale, ça peut être par exemple, on a envie de limiter les pollutions des milieux aquatiques par le phosphore, donc on veut se limiter à une certaine quantité de roches phosphatées qu'on veut utiliser. Donc si on se place dans ce cadre-là, on peut dire du coup on a une quantité de roches phosphatées restantes à utiliser et comment on la loue. Et donc à l'échelle mondiale, ce que nos travaux y suggèrent, c'est que finalement, le gros des ressources restantes à utiliser, ce serait plus intéressant de le dédier vers des pays qui ont peu bénéficié des engrais, et donc qui ont des signatures anthropogéniques faibles, comme par exemple les pays d'Afrique, et où en fait, des apports d'engrais minéraux phosphatés, ça pourrait permettre une hausse de rendement significative. À l'inverse, les pays comme par exemple la France, qui a largement bénéficié des engrais avec une signature qui est de l'ordre de 70% du phosphore des sols agricoles qui est issu des engrais minéraux phosphatés et qui a accumulé des stocks de phosphore importants, on peut imaginer que nous, on essaie plus de se positionner dans une dynamique de réduction ou de plutôt continuer à réduire l'usage des engrais minéraux phosphatés et plutôt se tourner vers essayer de mieux recycler le phosphore les phosphores organiques qu'on a à l'échelle française et préserver les stocks en limitant l'érosion des sols. Donc voilà, merci de votre attention. Merci. Espérons que vous soyez écoutés. Les questions maintenant ? Ici devant. Puis là-haut après. Ou l'inverse. Allez-y là-haut, vous êtes prêts. Mettez-vous debout parce que dans le noir, on ne vous voit pas. Complètement au fond, à gauche. Oui, bonjour, Monsieur Stéphane, Société Fertiberia. Merci pour l'exposé. Au niveau de l'utilisation des engrais minéraux phosphatés, le fait de restreindre l'utilisation par rapport au stock disponible est intéressant. Par contre, est-ce que l'hypothèse d'utiliser de nouveaux gisements, comme par exemple réutiliser des biodéchets, c'est quelque chose qui a été regardé dans le cadre de l'étude ou pas du tout ? Ce n'est pas quelque chose qu'on a regardé dans le cadre de cette étude-là. Mais si on se place dans un contexte on essaie d'utiliser le moins possible d'engrais minéraux phosphatés, en fait, la seule solution, c'est de boucler le cycle du phosphore, parce que le phosphore, il est dans les systèmes terrestres, il est dans les sols, il est dans la biomasse du vivant, etc. Et il n'y a pas, comme l'azote, des apports qu'on peut faire de l'extérieur. Donc, imaginons par exemple à l'échelle mondiale, on n'utilise plus du tout d'engrais minéraux phosphatés. Donc, en fait, on n'a plus de flux qui rentrent. On fait qu'avec ce qu'on a. Mais on a toujours des flux sortants, parce qu'on a de l'érosion des sols, et on a un faible recyclage
du phosphore que nous on consomme qui se retrouve dans nos effluents. Et on a seulement, en France, c'est que la moitié, par exemple, qui retourne sur les sols agricoles, et à l'échelle mondiale, c'est beaucoup moins. Donc en fait, on n'a pas de flux entrants, des flux sortants, et donc forcément, au bout d'un moment, les stocks de phosphore, ils diminuent. Et donc l'idée, c'est, si on veut se passer des engrais minéraux phosphatés, ça nécessite forcément de boucler le cycle du phosphore. Et ça passe par recycler tous les flux de phosphore qui sont possibles, quoi. Voilà, je sais pas, et dont ce dont vous avez parlé. Ouais. Grégory Véricel, Arvalis. Tu es passé peut-être un petit peu vite quand tu as présenté ton modèle. Tu as parlé des compartiments labiles et stables donc dans le sol. Au final, est-ce que ça a un impact? C'est-à-dire, est-ce qu'on va retrouver davantage de phosphore naturel ou anthropogénétique dans tel ou tel compartiment? Ou, alors je ne sais pas si c'est une question d'hypothèse ou des connaissances qu'on a, voilà, il y a une allocation préférentielle dans l'un ou l'autre des compartiments. Donc là, j'ai présenté les résultats de signature que pour le compartiment labile, mais effectivement, on a calculé aussi pour le compartiment de phosphore stable. Et en fait, les signatures, elles sont presque identiques. La signature du compartiment stable, elles sont légèrement inférieures. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on apporte du phosphore minéral, tout va dans le compartiment labile. Mais dans notre modèle de sol, on a des échanges entre le compartiment labile et le compartiment stable. Et donc, au final, ces échanges, ils font que les signatures s'équilibrent entre les deux compartiments. En fait, tu as juste un léger décalage, on va dire, de quelques années, mais qui tend à s'équilibrer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok, merci. Une autre question? Oui. Non? Si. Ah bah vas-y Lionel, oui. Bon, il y a 3 questions au moins, ne vous battez pas. Oui, merci pour cette présentation. Je voulais savoir si vous aviez intégré dans le phosphore minéral qui transite par l'alimentation animale. En sachant que ça c'est peut-être plus l'histoire, parce qu'aujourd'hui avec le développement des phytases, on en utilise beaucoup moins. Mais dans quel compartiment vous le faites figurer? Donc, quand vous parlez du phosphore qui transite par l'alimentation animale, c'est dans les produits alimentaires, dans les produits pour dans la composition des aliments, en fait. Ouais, quand on intègre du phosphore minéral. On a pris en compte l'usage on a fait l'hypothèse qu'à l'échelle mondiale, 5% de la production de roches phosphatées, c'était dédié à produire des concentrés phosphatés pour les animaux. Et donc, on a réparti ça entre les pays. Je ne sais plus exactement, mais on a fait des hypothèses là-dessus, ouais. Je vais juste boire un petit coup d'eau parce que... Allez-y, oui. Oui, vous avez le micro. Okay. C'est ça, je vais aller dans la même direction et je vous donne l'exemple de Québec, du Canada d'une façon générale. Nous, on cible plus la réglementation phosphore parce qu'on a un grand problème de fusion du phosphore dans les cours d'eau. Et si vous rentrez dans le site du ministère de l'Environnement, le MELCC, ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques, les cours d'eau les plus affectés sont les cours d'eau dans les régions de forte densité animale. Donc dans les autres régions, on ne parle plus. C'est pas des eaux eutrophes, on est encore dans l'oligotrophe. C'est où que ça devienne des eaux eutrophes, c'est vraiment là où il y a forte densité animale. Donc dans votre signature, je ne sais pas comment ça a été intégré, cette composante de phosphore provenant des effluents d'élevage, mais je dirais volontiers, d'après notre expérimentation et d'après notre expérience aussi dans le domaine, c'est le facteur le plus prédominant. Beaucoup plus que le minéral. Le minéral, c'est toujours raisonné à des faibles doses. Mais avant, on donnait les doses de fumier parce que les producteurs, ils doivent disposer de leur fumier ou de leur lisier. Et quand ils disposent, parfois, ils apportent des quantités astronomiques. Et quand ils apportent des quantités astronomiques, le phosphore, il est là et il diffuse. Donc, c'est ça. Retenez le site du ministère de l'Environnement. Vous allez trouver beaucoup de cas où il y a vraiment un suivi de la concentration de phosphore et toutes provenaient des zones à
à forte application d'engrais de fer. Lionel. Joséphine, une question sur ton modèle de répartition entre le phosphore naturel et d'origine sédimentaire, enfin, les engrais. Est-ce que tu t'es servi des teneurs des sols en cadmium pour valider ton modèle? Parce que finalement, là, on a une super signature. Il nous emmerde ce cadmium, mais au moins là, il peut nous servir à dire quelle finalement était la quantité apportée depuis qu'on s'en sert. Est-ce que tu t'es appuyé sur la signature chimique des sols? Alors le cadmium, il n'y en a pas dans tous les minerais, mais enfin, celui de nord de l'Afrique a beaucoup marqué le monde sûrement. Par exemple, tu veux dire pour pouvoir comparer nos résultats de simulation à une donnée réelle? Exactement, ouais. Non, on n'a pas fait ça, mais effectivement, c'est une bonne idée. Ouais. Juste derrière vous. Pour répondre à la question précédente, récemment, un de mes collègues qui est ici présent a présenté dans un workshop les cartes de France avec les teneurs en phosphore et les teneurs en cadmium. Et ce qui sort de cette carte, qui est une carte GEMAS, c'est que là où il y a le phosphore élevé, le cadmium est faible, et là où il y a le cadmium élevé, le phosphore est faible. Donc, quoi conclure? On ne peut pas conclure directement que le cadmium du phosphate n'accompagne pas le phosphore dans ces zones-là, mais ce qu'on peut conclure, c'est le cadmium dans les sols français est loin d'être lié directement à la teneur du cadmium dans le phosphate. C'est les cartes GEMAS. Merci. Une autre question? Ni vous. Et merci Joséphine.